Je me souviens d'une entrevue que j'avais faite à LCN, première semaine, deuxième semaine de la guerre en Ukraine, ça fait 4 ans maintenant, et un professeur, un universitaire, quand même connaissant des questions militaires, avait dit, écoutez, ça pourrait durer une couple d'années, cette affaire-là, puis même les auditeurs appelaient, disaient, hey, votre gars là, que vous avez eu, il est tombé sur la tête, une guerre, peut pas, écoute, ça devait durer quelques jours, une semaine, 2 semaines, ça ne durera pas des années. Et on souligne aujourd'hui le 4e anniversaire. Justin Massy, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, co-directeur du réseau d'analyse stratégique, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Professeur Massy, quand on est au début d'une guerre, là, pour le public, là, le choc, les troupes russes qui étaient rentrées là, dans l'Ukraine, les gens avaient l'impression que ça se peut pas, là, que ça va durer. On peut pas compter en années, on va compter en jours. À la limite, on va compter en semaines, peut-être un mois. Mais on dirait que le cerveau humain n'est pas capable d'envisager que ça puisse durer des années, mais on en est à 4 ans. Surtout que, en fait, même les militaires américains, européens pensaient que Kiev était pour tomber en 3 jours, là. Il y avait un consensus quand même parmi beaucoup d'experts qu'il n'y aurait pas une résistance ukrainienne telle qu'on l'a connue. On l'a sous-estimé, ce désir d'exister comme nation indépendante de la Russie chez des Ukrainiens, cette volonté de sacrifice humain aussi, de centaines de milliers de personnes qui sont décédées dans cette guerre. Alors oui, c'est difficile. Puis maintenant, je vous dirais, après 4 ans, c'est comme si on a un peu normalisé cette guerre-là. On en parle beaucoup moins. Ça fait évidemment les médias maintenant parce qu'on souligne le triste 4e anniversaire et le début de la 5e année. Mais autrement, c'est comme si c'est comme ça que ça se passe en Europe. La guerre se poursuit et qu'on ne voit pas vraiment d'issue. Oui, bien c'est ça. Vous le dites, on ne voit pas vraiment d'issue. Quand même, mettons, je reprends l'actualité des 12 derniers mois, ou mettons, depuis l'arrivée de Trump, il y a quand même eu plusieurs occasions où on a dit, bon là, il y a une rencontre, elle est importante, peut-être un sommet Trump-Poutine, ça serait l'occasion de. Puis il y a eu des rencontres au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis, il y a eu des rencontres à Genève, il y en a eu partout. Trump, ses émissaires, les Européens. Est-ce que tout ça, c'est stérile, incapable d'arriver à quoi que ce soit? Est-ce qu'on a progressé vers une solution de paix? On a progressé dans le sens où il y a des discussions maintenant qui sont trilatérales, c'est-à-dire il y a des Russes qui parlent aux Ukrainiens avec des Américains. Ça, c'est quand même une grande avancée parce qu'au début, les efforts de paix de Donald Trump étaient séparés. Il rencontrait les Russes d'un côté, ils s'entendaient. Ensuite, il allait voir les Ukrainiens de l'autre côté, ils s'entendaient. Mais entre Russes et Ukrainiens, eux, on s'entendait pas sur la même chose. Donc, c'est sûr que ça avançait pas dans ce côté-là. Mais il faut souligner, il faut saluer les efforts diplomatiques quand même de l'administration de Trump. Il faut pas les négliger. Cela dit, les États-Unis ne se donnent pas les moyens d'arriver à une paix. C'est-à-dire que ils ne mettent pas de la pression sur la Russie pour qu'elle fasse des concessions. Ce qui fait que depuis le début des négociations, la Russie n'a pas changé ses demandes. Elle veut que l'Ukraine lui cède volontairement du territoire qu'elle n'est pas capable de gagner par la force des armes, ce que l'Ukraine, bien sûr, refuse. Elle refuse à l'Ukraine aussi qu'il y ait des fournisseurs d'armes, voire des soldats étrangers sur son territoire pour protéger l'Ukraine après un potentiel cessez-le-feu, ce que l'Ukraine refuse. Et la pression que Donald Trump exerce, il le fait sur l'Ukraine en disant, là, vous devez accepter une paix. Et il met beaucoup de pression sur un des deux côtés, mais il ne limite pas non plus la fourniture de renseignements. Donc, les États-Unis continuent à fournir des capacités d'identification de cibles en Russie pour des frappes ukrainiennes. Et il permet encore aux Européens, aux Canadiens, d'acheter de l'équipement militaire aux États-Unis. Donc, les États-Unis ne donnent plus d'aide militaire directement à l'Ukraine, mais ils permettent aux Européens puis à nous d'aller payer des systèmes d'armes aux États-Unis. Donc, avec cette stratégie-là qui se veut comme un peu médiateur, je dirais, entre Russes et Ukrainiens, ça permet pas de résoudre le conflit parce que les deux ne s'entendent pas. L'Ukraine veut continuer d'exister comme nation indépendante et la Russie veut détruire l'Ukraine. Oui, c'est assez fondamental comme opposition. Mais dans le cas des Russes, il y a quand même, depuis une couple d'années, là, il y a quand même cette impression que Poutine joue la carte de l'usure, qu'il se dit qu'à terme, à un moment donné, l'Ukraine, c'est le pays est plus petit, puis ils vont manquer de monde, manquer de soldats, manquer de ressources, et qu'ils vont finir par casser. Et donc, de ce point de vue-là, pour Poutine, toutes ces pourparlers de paix, réunions, c'est comme il n'y a d'autre but que de gagner du temps, là, d'envoyer un émissaire, placote un peu, gagne une semaine ou deux pour y réfléchir, après ça on repartira sur d'autres choses. Et croyez-vous à ce scénario-là que les Russes n'ont aucun autre intérêt que de gagner du temps? C'est-à-dire, la théorie de la victoire, c'est l'attrition. C'est de augmenter leur puissance de frappe pour qu'éventuellement, l'Ukraine et les Européens
soit tannés, se lassent et donc arrêtent d'aider l'Ukraine à continuer d'exister. Et pour ça, ils ont complètement transformé leur industrie. Donc, au début de la guerre, il y a 4 ans, ils avaient une force de 190 000 soldats environ qui voulaient prendre la capitale de manière très rapide. C'était un échec, on le sait, ils ont retourné leurs troupes vers l'Est et maintenant, ils sont à plus de 700 000 soldats en Ukraine. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils pilonnent tout très progressivement. Ils prennent pas des grandes portions de territoire chaque année, mais ça progresse. Un grignotage essentiellement par l'attrition, c'est-à-dire ils produisent maintenant des millions de drones, d'obus et de missiles qu'ils lancent à chaque jour sur l'Ukraine, constamment. Et ils ont créé toute une industrie économique autour de la guerre. Tout le pays est orienté autour de cette production militaire-là. Alors que l'Europe, elle, continue à aider maintenant l'Ukraine. Elle est seule parce que les États-Unis, comme je le disais, Trump a arrêté de donner de l'aide directement. Donc, il n'y a que l'Europe et les Canadiens. On n'est pas en mode d'industrie de guerre, là, ici. On pense de peut-être investir des sommes éventuellement dans les prochaines années, mais on ne produit pas des centaines de milliers d'obus. Il n'y a pas de missiles qui sont produits de manière en très grande quantité. Donc, on ne peut pas fournir autant à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Et l'Ukraine, elle, utilise le soutien européen pour produire elle-même, mais c'est difficile de résister à cette pression quotidienne que la Russie exerce sur l'Ukraine. Ce que vous décrivez quand même, au départ, la Russie avait moins de 200 000 soldats. Aujourd'hui, elle en a 700 000. Mais là, ça coûte des piastres, ça, là. Il faut les payer, il faut les nourrir, il faut les équiper. Et plus, une industrie, mais tu transformes ton industrie en industrie de guerre. Mais à ça aussi, oui, il y a une économie de ça, là, mais il y a quand même, t'exportes plus, tu vends plus à l'étranger. Est-ce qu'il y a aussi une usure? Dans le fond, ma question, c'est est-ce qu'il y a une usure de la Russie, là, de ses finances publiques, de sa situation économique, ou est-ce que à vendre clandestinement du pétrole, à jouer par la porte d'en arrière avec la Chine, ils finissent par s'en sortir? D'abord, du côté de nourrir des soldats, puisque 35 000 décèdent ou sont blessés sur les 40 000 qu'ils envoient au front à chaque mois, il n'y en a pas beaucoup à nourrir, dans le sens où ils meurent quotidiennement, par milliers. Et les Russes aussi, l'État... Oui, les Russes, absolument. Et l'État russe ne reconnaît pas la mort de soldats. C'était trop vite. Ils perdent combien de soldats par mois? 30 à 35 000 soldats blessés ou morts au front par mois. Encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. Encore aujourd'hui. Et depuis décembre, ça augmente. Le nombre de décès sur le front. On s'en rend plus que vous dites, on parle plus aux nouvelles de la guerre, là, mais il y a 1000, mettons 35 000 par mois, mettons 1000 par jour, faisons un chiffron. Il y a 1000 soldats russes qui meurent tous les jours, qui sont blessés tous les jours. Ou blessés. Et voilà, blessés ou morts. Et les blessés, souvent, on les retourne au front après, s'ils sont capables de marcher encore, même avec une canne, même avec donc des difficultés là, d'avancer. Parce que c'est du grignotage. On fait vraiment la chair à canon. La stratégie, c'est qu'ils bombardent tout. Et ensuite, ils tentent des infiltrations à quelques 2-3 soldats. On prend des fois 10 mètres par jour, cachés sur le sol essentiellement, pour essayer d'infiltrer les positions ukrainiennes. Parce qu'il y a une espèce de kill zone qu'on appelle une zone de mort essentiellement, où les drones voient tout et attaquent toute avancée d'un part et d'autre. Donc, c'est pour ça que le front avance très, très lentement. Fait que d'un côté, et ensuite, la Russie ne paie pas ses soldats, c'est-à-dire les primes qu'on veut donner, souvent, on reconnaît pas que les soldats sont décédés, donc on donne pas l'argent à la veuve ou à la famille, parce qu'ils sont pas officiellement morts. Donc, il y a eu certaines économies aussi à ce niveau-là d'économie de guerre. Et ensuite, c'est la Chine qui permet à la Russie de continuer sa guerre. La Chine importe maintenant du gaz et du pétrole russe à très bas prix, essentiellement, et profite de la poursuite de ce conflit-là. Il y a une réduction avec l'Inde parce que Trump a mis des sanctions sur l'Inde par rapport à la Russie, mais pas à cause de la guerre en Russie, c'est parce qu'il voulait que le premier ministre indien reconnaisse que Trump avait réglé le conflit avec le Pakistan. Puis il était pas content parce que le premier ministre indien, il l'avait pas dit non. Donc, c'est pas comme une grande stratégie là américaine qui vise à mettre de la pression sur la Russie ici. S'il y avait une vraie volonté, ça serait des sanctions secondaires que le Congrès américain voulait passer, mais que le président ne veut pas passer pour empêcher la Chine de continuer à importer du pétrole. Ce qui veut dire que pour 2026, l'économie russe est capable de continuer la guerre au rythme et au volume dont j'ai décrit dans les dernières minutes. Si je vous forçais à gager un vieux Saint-Saëns, là, est-ce que le 24 février 2027, dans un an, on va souligner le 5e anniversaire de la guerre ou risque d'être fini, le plus probable selon vos instincts? Si la tendance se poursuit, se maintient, comme dirait un célèbre animateur, oui, la guerre va se poursuivre. Ce qui va être la clé, la variable vraiment déterminante, c'est l'administration Trump, c'est le président Trump. Est-ce qu'il veut vraiment avoir le gain politique de mettre fin à la guerre avant les élections de mi-mandat de novembre et donc va faire pression sur un et deux ou des deux côtés pour qu'ils arrivent à une paix?
Et si oui, ben, il pourrait augmenter l'aide à l'Ukraine pour forcer la Russie à faire des concessions, ou de l'autre côté, cesser d'aider l'Ukraine pour forcer l'Ukraine à faire des concessions. Est-ce qu'il est prêt à faire ceci pour obtenir son prix Nobel de la paix, entre guillemets, c'est-à-dire mettre fin à une guerre mais ça serait une paix fragile, une paix difficile à accepter si les Ukrainiens devaient céder ça contre leur propre volonté, et je suis même pas certain s'ils seraient prêts à l'accepter. Donc, la grande variable, c'est Donald Trump, et bien sûr, on ne sait pas comment il va se positionner. Peut-être qu'il va être pris dans une guerre en Iran pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'il va déclencher quelque chose dans lequel il va avoir de la difficulté à s'extirper dans les prochains jours. On ne sait pas, évidemment, ce que l'avenir nous réserve. Justin Massy, merci beaucoup.